Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire énergie sur la notion de contrat et tarif d'électricité et de gaz. Je vous rappelle les consignes habituelles. Donc, ce webinaire sera enregistré. Nous vous diffuserons les éléments de présentation et puis vous avez la possibilité dans la fenêtre de discussion de poser toutes vos questions et nous y répondrons au cours en fin de chat en fin de webinaire en fonction de l'avancée des échanges. Avant de débuter, je vais laisser la parole par un court message vidéo de Stéphanie Andrieux, élue à la CCI et présidente de la commission sur la transition écologique et énergétique. Bon webinaire à tous. Pour ce webinaire. Le propos pour nous aujourd'hui, c'est de vous présenter Solutions Info Énergie, qui sont des solutions pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Nos objectifs, c'est de mieux comprendre ensemble les enjeux, le contexte, présenter des solutions, préciser les contacts utiles pour optimiser nos factures et favoriser les bonnes pratiques en donnant des informations concrètes en fait, à tous les dirigeants de TPE et PME. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous traiterons le sujet de l'optimisation des factures d'électricité. Donc je remercie tous les participants à ce webinaire et plus précisément les intervenantes du jour qui représentent non seulement les médiateurs de l'énergie mais également EDF, à savoir Caroline Keller, Béatrice Longin et Christelle Martinez. Donc je salue également le partenariat établi pour ce webinaire avec Aria Occitanie, à savoir Anne Gérard. Je vous souhaite un excellent webinaire à tous. Sachez que l'équipe de la CCI se tient à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Et le prochain webinaire portera sur les achats groupés d'énergie. Je vous dis à bientôt et bon webinaire. Voilà pour cette présentation. Donc, je renouvelle mes remerciements effectivement à tous nos intervenants du jour et je vous souhaite la bienvenue aussi. Donc Caroline Keller, médiateur de l'énergie, Christelle Martinez d'EDF et Béatrice Longin d'EDF et Guillaume aussi de Vaux-Birloz qui présentera les solutions proposées par la CCI dans l'accompagnement des entreprises sur la maîtrise de l'énergie. Et je vous propose de pouvoir débuter sans attendre par la présentation de Caroline Keller, médiateur de l'énergie. Caroline, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Alors, il me semble que normalement, ça commençait par une intervention d'EDF sur l'évolution du prix de l'énergie sur les marchés. Donc, je vous laisse la parole et ensuite je diffuse ma présentation. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous parler de la formation des prix et les causes principales de la hausse des prix de l'électricité. Donc, déjà, il faut savoir que nous sommes face à une situation inédite et historique. On est passé d'un prix moyen de marché électricité qui était sur ces dernières années autour de 50 € par mégawattheure à des niveaux qui n'ont été jamais atteints. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble comment se forment les prix de marché de l'électricité et quelles sont les principales causes qui expliquent cette flambée des prix. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est la livraison d'électricité qui arrive jusqu'aux entreprises et foyers français est la résultante d'un maillage à l'échelle européenne. Donc, les réseaux sont en effet interconnectés à la maille européenne. Donc, ces interconnexions permettent d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Donc, en effet, l'électricité ne se stockant pas, il faut à chaque instant un équilibre entre les moyens de production mis en fonctionnement et la consommation soutirée sur le réseau. Donc, le couplage des marchés d'électricité permet de mutualiser ces moyens de production complémentaires et les besoins en électricité. Ainsi, la demande est couverte et à moindre coût.
Donc, les pays vont s'échanger de l'électricité sur les réseaux d'interconnexion en frontière en jouant sur la complémentarité des installations de chacun, permettant ainsi de passer, par exemple, certains pics de consommation quotidiens ou bien encore de pallier à des moyens de production en maintenance. Donc, en permettant de tirer parti de la complémentarité de ce mix de production européen, on va utiliser donc ce mix pour favoriser aussi la transition énergétique. On va par exemple faire le choix à certains moments d'apporter de l'énergie produite par une centrale à énergie renouvelable qui n'aura pas trouvé de débouché sur son territoire, plutôt que de mettre en route un moyen de production qui serait plus coûteux et plus polluant. Donc l'organisation de tous ces échanges se fait sur les bourses d'électricité, qui organisent donc la mutualisation des offres d'achat et de vente. Donc, comment se forment les prix de l'électricité sur les marchés? Donc, comme nous venons de le voir, l'électricité ne se stocke pas, ce qui oblige d'actionner à chaque instant les moyens de production nécessaires pour répondre à la demande. Donc, pour garantir cet équilibre, les moyens de production sont sélectionnés par ce qu'on appelle un ordre de mérite, donc du moins cher au plus cher. On va d'abord mettre en route donc, tout ce qui est énergie renouvelable, le nucléaire, mais la demande augmentant au fur et à mesure de la journée, ces moyens de production ne suffisent pas toujours. Donc, on va actionner sur cette dernière frange de production des moyens de production thermiques et donc notamment des centrales à gaz. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché fonctionne de la manière suivante. Le prix de marché de l'électricité pour une heure de la journée correspond au coût du combustible du dernier moyen de production appelé pour garantir l'équilibre de l'offre et de la demande. Et ce moyen de production étant la plupart du temps une centrale thermique et donc notamment une centrale à gaz. Donc, à partir du deuxième semestre 2021, comme vous avez pu le constater, les prix du gaz et du charbon, ainsi que dans une moindre mesure des émissions de CO2 qui sont associées à ces moyens de production, ont significativement augmenté, donc entraînant dans leur sillage une hausse inédite des prix de l'électricité. Donc, quelles sont les causes principales de l'augmentation de ces combustibles? Donc, la forte hausse des prix de ces combustibles s'explique par un déséquilibre de l'offre et de la demande. Donc, d'un côté, on a une demande qui a littéralement explosé, liée principalement à une reprise économique post-Covid importante dans le monde, et particulièrement en Asie, avec la Chine qui a augmenté ses demandes de livraison de gaz de façon exponentielle. Ensuite, des tensions géopolitiques qui viennent renchérir la demande, avec par exemple des tensions qu'il y avait eu entre la Chine et l'Australie, qui ont contribué à ce que la Chine décide de se passer du charbon australien pour se retourner encore davantage vers le gaz. Et des arrivées de gaz naturel liquéfié en Europe qui ont diminué, ce qui, conjugué à une demande européenne soutenue par des températures sous les normales, en avril et en mai, avait conduit à vider une partie des stockages européens. Et de l'autre côté, une réduction de l'offre avec notamment des tensions géopolitiques qui viennent réduire l'offre. L'exemple qu'on a tous, c'est donc la guerre en Ukraine, qui est venue apporter une tension supplémentaire à un marché du gaz qui était déjà fortement tendu avec cet déséquilibre offre-demande, donc ces stocks bas, et qui est donc venu renchérir des prix qui étaient déjà très élevés. Et au niveau du charbon, donc des baisses de production minière sur les 5 gros pays producteurs, donc Chine, Colombie, Australie, Russie, Afrique du Sud, donc avec des aléas d'infrastructures, de transport, de grève, qui ont aussi réduit cette offre au niveau du charbon. Et enfin, certaines tensions sur l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, donc suite à la reprise économique, suite au Covid, et des moindres disponibilités de centrales. Donc, toute cette situation fait que nous vivons donc depuis le deuxième semestre 2021, cette situation inédite avec des prix de l'électricité qui ont franchi des paliers qui n'avaient pas été atteints jusqu'à présent. Donc là, je vais laisser la parole à Caroline. Caroline Keller. Voilà, Oui, Caroline, bonjour. je vous propose de continuer. N'hésitez pas, si vous souhaitez que je change des pages de diaporama, à me l'indiquer. Du coup, oui, je veux bien que vous passiez mes slides. Bonjour, moi je suis Caroline Keller, je travaille pour le Médiateur national de l'énergie. Donc le Médiateur national de l'énergie, ça n'a rien à voir avec EDF, on est une institution publique. Donc, je veux bien que vous passiez à la page d'après.
Voilà, on a le statut d'autorité publique indépendante et on existe depuis 2006. Et on a deux missions. Une mission d'information auprès des consommateurs, donc c'est beaucoup auprès des consommateurs particuliers. Plus de 95% des personnes qui nous contactent sont des particuliers, mais on donne aussi des informations aux professionnels et notamment aux plus petits professionnels. Et pour ça, on a mis en place un service qui s'appelle Énergie Info. Et voilà, on a deux missions légales, donc c'est une mission d'information et une mission de médiation. Et la mission de médiation, on est là pour aider en cas de litige avec les fournisseurs d'énergie ou les gestionnaires de réseau. Voilà. Sachant qu'on ne remplace pas le service client des fournisseurs, donc on ne peut être saisi que 2 mois après l'envoi d'une réclamation écrite à l'opérateur concerné. Donc, un mail suffit, mais voilà, il faut d'abord essayer d'avoir fait des démarches auprès du fournisseur. Voilà. Et au-delà de de nos deux missions légales, on essaye de faire évoluer des pratiques des fournisseurs quand on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou bien d'obtenir des évolutions réglementaires. Voilà, donc si on passe la page d'après, sur la mission d'information, voilà ce que je vous ai déjà un peu dit. Voilà, on a un site qui s'appelle Énergie Info et on a, vous avez un onglet en haut pour être soit sur la partie particulier, soit sur la partie pro. Voilà, donc energieinfo.fr/pro si on veut directement aller sur la partie pro et où on a vraiment beaucoup d'informations utiles, que ce soit quand, voilà, pour savoir quand on déménage, si on veut savoir quelque chose sur la fin des tarifs réglementés électricité et gaz, voilà. Et vous avez aussi la liste de tous les fournisseurs qui proposent des offres, parce que souvent on connaît les plus gros, l'historique bien sûr, mais aussi les autres, mais il y en a une soixantaine qui proposent des offres aux professionnels. Voilà. Et si vous avez besoin d'une question précise, là vous allez pouvoir les poser dans le cadre du webinaire, mais si vous en avez d'autres par la suite, voilà, on peut être contacté on a un formulaire de contact sur le site ou en utilisant le numéro vert qui répond à toutes les questions. Voilà, ça c'est sur la partie information. Sur la partie médiation, on peut aussi vous aider en cas de litige avec votre fournisseur ou le gestionnaire de réseau. Voilà, on peut intervenir pour les particuliers et pour les petits professionnels. Pour ceux qui peuvent faire appel à nous, ce sont les professionnels qui ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, vous pouvez nous saisir en cas de litige. Voilà. En revanche, si vous êtes plus gros que ça, eh bien, la médiation est toujours possible, mais ça va être soit avec les médiateurs d'entreprise qui existent. Donc, pour EDF, EDF a un médiateur interne, Engie aussi a un médiateur interne. Et pour les autres fournisseurs qui n'ont pas de médiateur, parce que voilà, ils sont développés par la suite, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises. Voilà. Je pense que pour qu'on tienne dans le délai, on va passer à la slide suivante. Voilà, et on peut être saisi par courrier ou en ligne. Voilà, n'hésitez pas. Et ça représente à peu près 10% des saisines qu'on a émanent soit de professionnels, soit de non-professionnels. Ce qu'on appelle les non-professionnels, ça va être les copropriétés, les associations, les collectivités locales. Et je rappelle qu'on peut être saisi que 2 mois après sa première réclamation écrite. Souvent, c'est ça que des personnes ne sont pas contentes qu'on ne puisse pas intervenir plus tôt, mais on est une voie de recours, on n'est pas le service client des fournisseurs. Voilà. Donc là, voilà, je voulais vous rappeler qui on était le médiateur, parce que voilà, donc on est vraiment une institution publique et on ne dépend ni des fournisseurs ni des gestionnaires de réseau. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, dans les factures, il y a la partie qui est une énergie proprement dite, qui dépend du prix de production d'électricité, mais il y a aussi une deuxième partie qui est une partie qui est la part acheminement, c'est-à-dire le coût pour acheminer l'énergie jusqu'à chez vous. Et la part acheminement, c'est la même, quels que soient les fournisseurs chez qui on est, puisque c'est en électricité, c'est RTE puis ensuite Enedis qui achemine l'électricité, donc c'est le même prix pour tout le monde. Ça s'appelle le TURP en électricité.
Et d'ailleurs, quand on veut comparer le prix des différentes offres dans les contrats, il faut vraiment faire très attention parce que nous, on reçoit pas mal de litiges là-dessus, parce que cette part acheminement, certains fournisseurs l'écrivent de manière claire, voilà, et indiquent son montant, et d'autres fournisseurs ne l'indiquent pas. Ils indiquent qu'il y a une petite ligne disant qu'il y aura aussi l'acheminement à payer, sans indiquer son montant. Et donc, quand on compare les offres, si on compare une offre avec l'acheminement et une autre offre sans acheminement, ben celle sans acheminement, elle a l'air beaucoup moins chère, mais au final, elle est plus chère. Voilà. Donc, nous, on a eu beaucoup de litiges là-dessus. On a fait la guerre aux fournisseurs en leur disant qu'il fallait qu'ils indiquent le montant. Voilà, ils le font un peu plus, mais c'est vraiment un des écueils pour comparer les offres. Donc, voilà, pour comparer, il faut vraiment regarder le prix de l'abonnement et le prix de l'énergie pour les différentes tranches horaires. Et dans ce prix de l'énergie, voilà, ce que j'ai mis avec un petit point d'exclamation, c'est voilà, il faut bien vérifier si l'acheminement est inclus. Et il y a aussi d'autres choses qui sont parfois pas précisées. C'est est-ce que les certificats d'économie d'énergie, enfin la compensation des certificats d'économie d'énergie est inclus? Est-ce que le mécanisme de capacité est inclus? Parce que parfois, on dit juste qu'il y aura ça en plus. Et voilà. Et du coup, ça fausse les comparaisons. Ce qu'il faut aussi bien regarder, et là, nous, on a eu beaucoup de personnes qui ont eu des mauvaises surprises. Elles avaient signé des contrats qui paraissaient très, très intéressants en 2021. Et puis finalement, en 2022, les prix qui ont été appliqués ont été beaucoup plus élevés que ce qu'il y avait écrit dans le contrat, parce que dans le contrat, il y avait une petite astérix qui disait que le prix inclut une part d'énergie au prix AREN. Donc AREN, c'est accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et en fait, comme il y a un quota restreint d'électricité à Rennes, eh bien, ces professionnels se sont retrouvés avec des prix plus élevés, puisque comme le quota avait été dépassé, bah, ça modifiait le prix. Donc là, ça fait un surcoût pour un certain nombre de professionnels. Donc voilà, si c'était dit clairement dans le contrat, ben, malheureusement, c'est dû. Si c'était dit clairement, voilà, faut pas hésiter à porter réclamation. Il est possible d'obtenir au moins un geste commercial. Et quelque chose que je pense vous savez, mais ça va toujours mieux en le disant, c'est que pour les professionnels, ça n'est pas comme les particuliers. Quand on signe un contrat, il y a une durée d'engagement. Voilà. Et donc, si on résilie avant la période d'engagement, on peut avoir des frais qui sont vraiment très élevés, des frais de résiliation. Donc, il faut vraiment faire attention à ça quand on signe. Et puis, il faut l'avoir en tête au moment où on décide de changer, il faut bien regarder les dates anniversaires. Enfin, voilà, si on a, et les modalités pour prévenir. Voilà, souvent, il faut prévenir un mois avant. Si on ne prévient pas pile un mois avant, le fournisseur peut appliquer des pénalités. Donc, il faut vraiment faire les choses proprement parce que les frais de résiliation peuvent vraiment coûter cher. Voilà, sur cette page. On va passer à la suivante. Voilà, pour les pros, il y a à peu près une soixantaine de fournisseurs qui proposent des offres en électricité et gaz. Historiquement, avant, il y avait les tarifs réglementés. Je vais rester sur l'électricité, d'électricité. Maintenant, pour les professionnels, les seuls professionnels qui peuvent souscrire un contrat au tarif réglementé, ce sont ceux qui ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires pour leurs sites qui ont une puissance inférieure à 36 kVA. Voilà, il y en a encore certains, mais pas tous, qui peuvent avoir des tarifs réglementés. Voilà. Et pour l'instant, c'est maintenu. Les types d'offres qui existent, il existe des offres qui sont indexées sur les tarifs réglementés. Voilà. Et puis, le gros des offres, ce sont aussi les offres à prix fixe. Voilà, dont le prix de l'énergie est fixé pendant une durée déterminée dans un an, 2 ans ou 3 ans.
Voilà. Et ce qui se développe de plus en plus, ce sont des offres indexées sur les marchés. Et voilà, et ces offres-là, eh bien, là, cet hiver, par exemple, elles sont vraiment exposées. Donc, ceux qui ont cru faire une bonne affaire en signant une offre indexée sur les marchés, effectivement, ont vu leur facture fortement augmenter ces derniers temps. Et malheureusement, il y a des périodes d'engagement. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est voilà, quand on veut changer, il faut demander des devis, mais avant, il faut utiliser notre comparateur. Donc, le médiateur a un comparateur d'offres qui est sur le site energieinfo.fr. Vous indiquez que vous êtes un professionnel, vous indiquez la puissance, etc. Mais c'est que pour les puissances inférieures à 36 kVA. Au-delà, comme les fournisseurs font des offres en général sur mesure, voilà, le comparateur ne fonctionne pas. En revanche, vous pouvez demander la liste des fournisseurs voilà, pour voir tous les fournisseurs et demander des devis à tous ces fournisseurs-là. Voilà. Et comme ça, voilà, ça permet de comparer des offres sur une base comparable, parce que, comme je vous ai dit, certains fournisseurs ne présentent pas les offres de la même manière et la comparaison est parfois difficile. Voilà. Et il existe des comparateurs privés, donc voilà, pourquoi pas, voilà, ils sont rémunérés lorsque vous signez un contrat chez eux. Voilà. Et puis si vous passez par un courtier, c'est pareil, ils sont rémunérés par les fournisseurs. Donc voilà, il faut bien vérifier que l'offre proposée est intéressante. Donc on va passer à la page suivante. C'est les conséquences de la hausse des prix. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des fournisseurs qui se sont retrouvés vraiment en difficulté financière. Certains ont fait faillite. Vous avez le fournisseur Hydroption qui a fait faillite, vous avez le fournisseur Bulb qui a fait faillite, vous avez le fournisseur Planet Oui qui a fait faillite, qui ont été mis en liquidation judiciaire. Et certains ont décidé de quitter le marché d'eux-mêmes. Nous, ce qu'on constate aussi, c'est que dans notre comparateur, puisque les fournisseurs ont l'obligation de renseigner leurs offres dans notre comparateur, on a 2 fois moins d'offres que ce qu'on avait il y a 1 an. Voilà, parce que les fournisseurs voilà, proposent moins d'offres et avec des prix bien plus élevés. Et nous, vraiment, ce qu'on a, c'était surtout en décembre, là, ce qu'on a constaté, c'est que les petits professionnels, ça crée vraiment des grosses difficultés, ces hausses de prix. Voilà, parce que vous êtes moins protégés que les particuliers, voilà, qui sont plus protégés par le code de la consommation. Voilà. Et j'ai mis 2 exemples là sur la page de cas qu'on a rencontrés. Voilà, quelqu'un qui avait signé un contrat en mai 2021 pour entrer en vigueur en mars 2022. Et puis, en janvier, le fournisseur lui a annoncé que le prix allait être doublé parce que comme il y avait eu un écrêtement à Rennes, puisque le plafond avait été dépassé du quota d'accès à l'électricité nucléaire historique, eh bien, du coup, ça doublait les prix. Donc, le contrat n'avait pas encore commencé et les prix doublaient et voilà, le professionnel était engagé. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc là, il faut essayer de renégocier le contrat. Voilà. Malheureusement, voilà, on peut pas intervenir, mais voilà, il faut à part renégocier, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et on a eu beaucoup de professionnels dont la fin de contrat était au 31 décembre 2021 et au moment du renouvellement, les prix proposés, c'était x4 par rapport à l'ancien. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment difficile, même si, enfin voilà. Et donc du coup, faut essayer de faire jouer la concurrence, mais en décembre, c'est hyper dur de faire jouer la concurrence quand les prix étaient au plus haut sur le marché. Voilà. Donc là, à part essayer de prendre des contrats très courts en se disant je vais faire le dos rond pendant une durée très courte et après j'essaierai de renégocier un contrat plus tard. C'est voilà, c'est à peu près les seules choses possibles. Voilà. Et il y a eu des mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement pour protéger les particuliers et les entreprises. Moi, au départ, c'était surtout pour les particuliers, parce que voilà, en gaz, les tarifs réglementés ont été bloqués, ça ne vous êtes pas concerné. Et en électricité, il a été décidé de limiter le tarif réglementé, la hausse à 4% TTC en moyenne. Voilà, ça dépendait un peu des
des situations, des options tarifaires, des puissances, etc. Mais voilà, ceux qui peuvent bénéficier encore du tarif réglementé électricité, c'était 4% en moyenne. Et en revanche, quelque chose qui a bénéficié à tout le monde, particuliers et entreprises, c'est qu'il y a eu justement pour compenser la hausse du prix de l'électricité elle-même, c'est la baisse d'une taxe qui s'appelle, elle a deux noms, donc c'est soit CSPE, soit TICFE. Voilà, c'était une taxe qui était à 25 € par mégawattheure et elle a été passée pour les entreprises qui ont plus de 36 kV à 0,5 € par mégawattheure et à 1 € pour les entreprises et les particuliers qui ont des contrats de puissance inférieure à 36 kVA. Donc, une baisse drastique de cette taxe. Mais bon, c'est bien, mais ça ne compense pas complètement, largement pas, les hausses du prix de l'énergie elle-même. Mais c'est déjà quelque chose qui permet de soit moins élevé. Et donc, voilà, nous, médiateurs, on peut intervenir si le contrat est mal appliqué, etc. En revanche, voilà, sur la négociation des contrats, ce n'est pas du tout notre rôle. Et ben, voilà, si une entreprise est en difficulté financière à cause de ces hausses de prix, ben, n'hésitez pas, il y a deux acteurs qui peuvent vous aider. C'est le commissaire aux restructurations et prévention des difficultés des entreprises et le médiateur des entreprises. Voilà, j'ai mis les liens sur la présentation. Et il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai parlé des mesures, surtout celles qui concernaient les particuliers, mais il y a eu des mesures pour les professionnels. Mais là, il faut donc, vous allez pouvoir faire des demandes en juin d'obtenir une compensation, mais ça concerne que les entreprises pour lesquelles les achats d'électricité et de gaz atteignent au moins 3% de votre chiffre d'affaires 2021. Et si vous avez un doublement du coût unitaire de votre achat d'électricité ou de gaz. Dans ce cas-là, il y a des aides. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site du ministère, voilà, parce que la demande est à faire. Dans ce cas-là, il y a des aides qui sont apportées et il faut faire la demande directement sur le site impôts.gouv.fr. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous dire. Et sinon, la position du médiateur national de l'énergie, c'est que les petites entreprises ne sont pas assez protégées en comparaison des particuliers. Et pourtant, en général, pour certains, vous avez les mêmes problématiques et vous n'êtes pas forcément connaisseur du marché de l'énergie. Donc, on essaye de faire des propositions voilà, aux parlementaires, au ministère pour faire évoluer les choses et qu'il y ait une meilleure protection des petits professionnels. Voilà, j'en ai fini. Merci. Je peux répondre à vos questions ou à la fin, vous me direz. Alors, peut-être il y en a une qui était directement dans le sujet par rapport à votre intervention concernant cette taxe CSPE. Comment peut-on en faire la demande de remboursement? À qui adresser le dossier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accompagner sur le sujet? Question d'Isabelle Duzy. Alors, pour la CSPE, le fait qu'elle a diminué depuis le 1er février 2022, c'est aux fournisseurs, dans l'application des factures, d'appliquer le nouveau montant. Donc, voilà, si vous voyez que la CSPE appliquée sur votre facture est toujours de 25 € par mégawattheure, il faut vraiment faire une réclamation à votre fournisseur, c'est qu'il a fait une bêtise, mais normalement, voilà, ils sont censés appliquer le nouveau montant de la CSPE qui est entre 0,5 € par mégawattheure si la puissance de votre contrat est supérieure à 36 kVA ou 1 € par mégawattheure. Voilà, vérifiez juste sur vos factures que c'est appliqué correctement. Sinon, vous faites une réclamation au fournisseur. Normalement, il devrait corriger. S'il ne corrige pas, vous pouvez nous saisir. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Ce que je vous propose, peut-être, c'est de continuer avec l'intervention d'EDF. Alors, est-ce que c'est Christelle Martinez ou Béatrice Longin? Je ne sais plus. Une intervention. Christelle, je vous laisse la parole.
Bonjour, donc Christelle Martinez, je suis directrice développement au sein du groupe EDF et avec Béatrice sur cette dernière partie du webinaire, on va vous donner quelques conseils sur la façon dont vous pouvez économiser donc, sur votre facture d'énergie ou tout bonnement faire des économies d'énergie. Donc Béatrice prendra le relais pour la première partie sur comment vous pouvez potentiellement optimiser vos contrats d'énergie. Et puis, je finirai en vous donnant des conseils, j'espère utiles, sur des idées de baisse de consommation d'énergie. À toi, Béatrice. Merci, Estelle. Donc, comment agir sur les prix? Donc, pour reprendre dans la continuité de ce que vous présentez, Madame Keller. Donc, revenons à la décomposition d'une facture. Une facture, elle est constituée de 3 composantes, donc les taxes, l'acheminement et la fourniture. Mais finalement, une facture, c'est quoi? Ce sont des prix multipliés par une quantité de kilowattheures consommés. Donc, les leviers vont se situer soit au niveau des prix, soit au niveau des kilowattheures consommés. Donc, cette partie kilowattheures consommés, Christelle vous en parlera tout à l'heure. Donc, les leviers au niveau de la partie prix. Donc, je ne vais pas revenir donc, sur les mesures gouvernementales que vous a présentées Madame Keller. Donc, le premier levier sur les prix donc, qui a été mis en place, ce sont les mesures gouvernementales, le bouclier tarifaire, baisse de la CSPE que vous a présenté Madame Keller. Donc, ensuite, ce qui concerne vos possibilités à vous, parce que autant vous n'avez pas la main sur la valeur des prix de marché, autant vous avez quand même certains leviers à votre main, donc, qui sont effectivement, le premier levier, c'est de bien choisir son contrat adapté à ses besoins. Donc, en fonction de la manière dont vous consommez, en fonction de votre volume de consommation, vous allez voir avec votre fournisseur quel est le meilleur contrat possible. Par exemple, si vous consommez plus en hiver ou plus en été. Donc, étudier la forme du contrat, le découpage des prix dans l'année, le type de contrat, plutôt un contrat fixe ou un contrat indexé en fonction de la manière dont vous consommez. Ensuite, vous avez certains formats de contrats ou certaines options qui peuvent apporter un avantage économique, mais qui comportent également une part de risque. Donc, en fonction de votre taille, de votre sensibilité au risque ou de votre profil de consommation, vous pouvez étudier avec votre fournisseur l'offre de marché et les options afférentes qui vous conviennent le mieux. En termes de durée de contrat, donc sur les offres de marché, vous pouvez avoir des contrats de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, si on revient sur la première partie où on avait parlé donc, des prix de marché, donc, il faut savoir que donc, le prix de marché pour une année de livraison, donc ce qu'on appelle un prix à terme, c'est la vision que j'ai aujourd'hui des prix qui seront contractualisés, enfin, qui seront livrés dans le futur. Donc, à titre d'exemple, si je vais dans la bourse de l'électricité et que je regarde le prix de clôture de lundi 20 juin 2022 au soir, ce que je constate, c'est que pour le ruban base pour l'année de livraison 2023, je me retrouve avec un prix à 303 € du mégawattheure, pour l'année 2024 à 197 € par mégawattheure et pour l'année 2025 à 172 € par mégawattheure. Donc, si vous avez besoin d'un contrat avec une livraison qui commence à partir de 2023, il sera plus judicieux au regard des prix de marché de privilégier un contrat qui va pouvoir lisser donc ses prix plutôt sur une durée plus longue de 3 ans que sur une durée de 1 an uniquement sur 2023, là où l'électricité est la plus chère. Donc, ces prix dégressifs, 2025 coûtant moins cher que 2024 qui est moins cher que 2023, on constate quasiment tout le temps cette dégressivité des prix sur les marchés. Parce que c'est lié à une meilleure vision des risques à courte échéance sur l'année N+1. Ensuite, en termes d'anticipation de contrat, donc après, bon, c'est pas
vérité absolue, mais on constate souvent, en tout cas, qu'attendre la fin de l'année pour acheter son contrat sur l'année N+1 qui suit, les prix ont souvent tendance à augmenter à ce moment-là. Donc, par exemple, acheter en décembre 2022 un contrat qui arrive au 1er janvier 2023, ce sera peut-être plus risqué que d'anticiper ce contrat. Donc, rien ne vous empêche d'anticiper dès à présent la signature d'un contrat pour les années qui suivent. Ensuite, en termes d'optimisation, vous avez quand même des pistes d'optimisation pour faire baisser vos factures. Vous avez par exemple une piste d'optimisation sur la partie acheminement. Donc, dans votre offre de marché, là, sur la partie acheminement, donc ce qui est propre aux gestionnaires de réseau sur le barème du TURP, il y a des possibilités d'optimisation soit sur la version de votre tarif TURP, soit également sur l'optimisation de vos puissances souscrites. Donc, il ne faut pas qu'elle soit ni trop haute ni trop basse. Il faut qu'elle corresponde à votre besoin. Si, par exemple, vous souscrivez une puissance souscrite trop haute et que vous n'avez pas besoin de toute cette puissance, vous risquez de payer une prime fixe qui sera beaucoup plus élevée que les besoins que vous avez. Et inversement, si vous souscrivez une puissance souscrite trop basse et que finalement vos besoins sont supérieurs, vous risquez de vous exposer à des pénalités de dépassement. Et enfin, vous pouvez également, dans la mesure du possible, essayer de décaler vos consommations sur la période de la journée où l'électricité est la moins chère vis-à-vis du contrat que vous avez. Donc, vous pouvez, grâce à des outils qui existent de pilotage de la consommation, visualiser quelles sont les heures où vous avez des pics de consommation et voir s'il est possible, dans votre process, de pouvoir décaler à d'autres heures où vous aurez des prix moins chers vis-à-vis de votre contrat. Donc, pour tous ces éléments, le mieux, c'est de vous rapprocher effectivement de votre interlocuteur commercial, de votre fournisseur, pour vous accompagner sur tous ces sujets-là. Donc là, je transmets la parole à Christelle, qui va vous donner plus précisément les leviers d'action sur la partie quantité consommée. Merci Béatrice. Juste un petit point de contexte. Vous voyez qu'aujourd'hui, hélas, le domaine de l'énergie devient un domaine stratégique. On compare ce qu'on est en train de vivre actuellement au choc pétrolier de 1973. Il faut le savoir, c'est aujourd'hui un vrai tsunami qui se passe dans le monde de l'énergie. Et on sait bien que c'est complexe, c'est pas toujours facile de savoir comment optimiser son contrat, comment faire des économies d'énergie, mais quelque chose à retenir, c'est qu'il y a systématiquement des pistes d'économie d'énergie quand on va chez un client. C'était quelque chose qui n'était pas assez appréhendé de la part des entreprises, de la part des professionnels. Et sachez qu'en règle générale, il y a toujours des possibilités d'optimisation énergétique. Et on peut travailler sur son contrat et voir si vraiment son contrat est adapté. Déjà, c'est vraiment la première chose à faire. Posez-vous, regardez, contactez votre interlocuteur commercial, quel qu'il soit, et voyez si votre contrat il est vraiment adapté, parce que souvent, au fil des années, votre activité a évolué et peut-être que le contrat, lui, n'a pas évolué. Vous pouvez trouver déjà des petites pistes d'économie sur la facture. Et puis, le deuxième grand pan, c'est, comme on le précisait, un contrat, c'est du volume multiplié par le prix d'un kilowattheure. Et comme on l'a écrit, le kilowattheure le moins cher, ce sera toujours celui qui n'est pas consommé. Donc, et agir sur les volumes aujourd'hui, c'est vraiment possible. Et il y a un champ des possibles assez large. Donc, la première chose, c'est dans la slide suivante. Voilà, n'hésitez pas à agir sur vos consommations. Il y a vraiment des possibilités d'optimisation. Première chose, faites un point sur vos éco-gestes. On n'en parle peut-être pas assez, mais faites le point sur vos habitudes de fonctionnement. Et vraiment, aujourd'hui, on peut voir des études ont montré que, un exemple, mais baisser la température d'1 degré aujourd'hui sur ces consignes dans ces locaux, ça permet d'économiser 5 à 7% de sa facture d'énergie.
Voyez, et souvent, on peut se rendre compte que 1 degré, pardon, ça peut être entendable, ça peut être acceptable quand on a des bureaux qui sont relativement bien isolés, etc., etc. Et ça, le site de l'ADEME est plutôt bien fichu et vous avez pas mal d'éco-gestes proposés sur son site et ça peut vraiment être intéressant. Votre interlocuteur commercial, votre fournisseur pourra vous en donner aussi. Mais sachez que sur le site de l'ADEME, vous pouvez trouver des choses relativement intéressantes. Donc, vous voyez, c'est un premier niveau qui n'est pas forcément compliqué à mettre en place, mais qui permet déjà d'aller chercher des économies d'énergie. Il y a ensuite plusieurs façons d'anticiper et d'optimiser sa consommation. Des petites choses plutôt simples, sachez qu'il existe aussi des solutions aujourd'hui qui, sans intervenir sur vos installations, sans intervenir de façon hyper technique et de remettre en cause tous vos systèmes de GTB ou autres, mais qui peut vous permettre d'optimiser donc votre consommation d'énergie en fonction des pièces que vous avez dans vos locaux. Souvent, on peut se rendre compte que sur un site chez un client, il a des salles de réunion qui ne sont pas forcément toujours utilisées, mais qui, par contre, sont chauffées, sont climatisées. Elles ne sont pas occupées en permanence et aujourd'hui, il existe vraiment des dispositifs de pilotage assez simples. Nous, on en propose, mais j'imagine que d'autres aussi, des dispositifs de pilotage qui vous permettent d'ajuster en direct ou de manière automatisée la température de chaque pièce, indépendamment les unes des autres. Et ça vous permet tout de suite de faire des économies d'énergie avec des solutions qui sont quand même assez simples et assez pragmatiques, sans rentrer dans quelque chose de plus complexe, qui nécessite bien évidemment l'intervention d'un expert, mais ce sont des solutions de premier niveau qui peuvent coupler à des éco-gestes qui peuvent déjà vous faire des économies d'énergie assez simplement. Ensuite, bien évidemment, nous, ce qu'on préconise toujours, c'est mettre en place un suivi de vos consommations d'énergie et de pilotage. C'est vraiment la base. On ne peut pas agir sur un système si on ne connaît pas le système. Et souvent, on ne connaît pas bien son système énergétique et on ne sait pas quel est le poste qui appelle le plus de consommation, etc., etc. Et en mettant en place des dispositifs de supervision, de pilotage, ça vous permettra vraiment d'identifier les pistes d'économie d'énergie les plus pertinentes pour vous. On a des exemples tout simples, mais on avait un client, c'est un exemple, un client industriel qui avait des Fenwick, des choses comme ça, et il s'avère que ces Fenwick, il est rechargé dans le courant de la journée sans savoir quelles étaient les conséquences sur sa facture énergétique. Avec ce système de pilotage, il s'est rendu compte que c'était un de ses principales sources de consommation d'énergie. Et ils ont mis un système de pilotage qui fait que le Fenwick il recharge la nuit tranquillement de 20h à 6h du matin, ça suffit. Et le lendemain, ils sont remplis. Il bénéficie d'un tarif privilégié la nuit plutôt que le jour et ça lui permet d'adapter son contrat et de faire des économies d'énergie. Donc, sachez aujourd'hui qu'il existe vraiment des solutions aujourd'hui qui peuvent récupérer la chaleur que vous générez sur un groupe froid et comment on fait pour récupérer cette chaleur et la mettre à disposition d'autres équipements au sein de son entreprise. Donc, le fait de mettre du suivi, du pilotage, ça va vous permettre de savoir où vous devez agir et ensuite d'aller chercher de l'équipement, de l'investissement pour améliorer votre performance énergétique. Un petit point aussi sur tout ce qui tourne autour de ces investissements pour améliorer sa performance énergétique aujourd'hui. Il existe véritablement des dispositifs d'accompagnement financier qui font que c'est le moment d'investir dans la performance énergétique. Caroline Keller parlait tout à l'heure des certificats d'économie d'énergie qui vous permettent d'investir à moindre coût dans des équipements qui sont écologiquement plus responsables et énergétiquement moins dépensiers. Mais il existe aussi avec le plan de relance la possibilité donc, pour les entreprises d'être accompagnées dans leur effort en faveur de la transition énergétique. Donc, n'hésitez pas
à travailler sur et à réfléchir sur l'optimisation de votre performance énergétique, il existe vraiment la possibilité de financer vos travaux d'efficacité énergétique pour rénover votre patrimoine à moindre coût. Voilà. Un petit exemple que j'ai noté, si vous investissez aujourd'hui dans une chaudière à haute performance, vous pouvez avoir une aide de 40% dans le cadre du plan de relance. Donc, c'est vraiment à prendre en considération et à imaginer de se lancer dans des travaux d'efficacité énergétique qui, aujourd'hui, c'est vraiment le moment d'investir dans ce domaine-là. Les fournisseurs sont là pour vous accompagner. On peut vous aider à monter les dossiers, à vous renseigner. La CCI est là, et bien évidemment aussi, pour vous accompagner dans cette réflexion, pour optimiser vraiment vos installations dans le domaine énergétique. Donc ça, c'est le premier pan sur tout kilowattheure non consommé est un kilowattheure économisé et tout kilowattheure non consommé peut être un kilowattheure évité. Et ça, c'est la deuxième partie. On parle donc de réduire sa consommation d'énergie aujourd'hui par des possibilités d'investissement ou même d'éco-gestes simples et pratiques. Mais il y a aussi la possibilité d'éviter de consommer de l'énergie, aujourd'hui de payer une facture d'énergie, grâce à la possibilité d'autoconsommation solaire et de faire vraiment appel au photovoltaïque, notamment sur vos toitures, par exemple. C'est un sujet qui aujourd'hui entre dans le monde de l'industrie ou de l'entreprise, en règle générale, depuis quelques années. Mais aujourd'hui, le contexte, hélas, d'explosion des factures d'électricité fait que c'est de plus en plus pertinent de réfléchir à s'engager dans un projet d'autoconsommation solaire. Ça vous permettra de maîtriser votre facture d'électricité, puisque sur votre facture, vous pourrez économiser. Ça dépend du projet, ça dépend de votre profil, bien évidemment, mais en règle générale, on constate qu'on économise 10 à 30% sur sa facture grâce à une installation photovoltaïque. Les coûts de l'énergie explosant, la rentabilité de votre investissement, elle est plus courte aujourd'hui. Ça vous permet de sécuriser le prix de votre kilowattheure, puisque vous avez la vision de ce que va coûter votre électricité sur les 15 prochaines années à venir, sur ce talon de 20% de consommation. Bien évidemment, nous, aujourd'hui, on est vraiment… L'ADN, donc la raison d'être d'EDF, c'est d'accompagner à la décarbonation de notre système électrique en France et même dans le monde. Donc, vous imaginez bien que pousser à la transition énergétique, ça fait partie de notre ADN. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à ces sujets de photovoltaïque qui deviennent accessibles et pertinent, vous, par ailleurs, vous lancez dans cette transition énergétique qui est attendue partout et pour tous, pour aujourd'hui et pour demain. Et sachez aussi qu'on a pu le constater, une entreprise qui installe des panneaux solaires améliore son image auprès de ses clients, améliore son image auprès de ses collaborateurs, et il y a vraiment, comment dirais-je, un engouement ou en tous les cas une attention bienveillante que les clients et les salariés portent sur les entreprises qui s'engagent dans cette lutte contre la transition énergétique. Donc là, c'était le deuxième point qu'on voulait échanger avec vous ce matin, c'est qu'aujourd'hui, en plus de maîtriser ou de travailler sur votre performance énergétique, n'hésitez pas à réfléchir sur les projets autour de l'autoconsommation solaire. En plus, tout ce que vous n'autoconsommerez pas, vous pourrez aussi le revendre sur le réseau. C'est pas des kilowatts qui sont perdus dans la nature. Donc, le contexte aujourd'hui fait que produire son électricité et la consommer, c'est de plus en plus pertinent et intéressant. Et dernier point, je viens d'en parler également, donc c'est la slide d'après. Vous rappelez aussi qu'aujourd'hui,
On parle de plus en plus de réduction, enfin, on cherche à vous accompagner dans la réduction de votre facture énergétique, dans vos projets d'investissement pour devenir peut-être votre propre producteur d'énergie. Il faut savoir qu'on a une ambition en France de neutralité carbone, que la réglementation donc, commence à se tendre un peu dans le domaine de la décarbonation. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un décret qui vient de sortir qui s'appelle le décret tertiaire, qui va obliger les entreprises qui ont des locaux tertiaires de plus de 1000 m² d'apporter la preuve qu'elles font des économies d'énergie et aussi qu'elles travaillent à la décarbonation de leur activité. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forte volonté de la part des pouvoirs publics à nous accompagner dans ces enjeux de décarbonation. Donc, aujourd'hui, en plus des économies d'énergie, sachez que la décarbonation, c'est un sujet et qu'on risque de vous proposer de plus en plus d'actions dans ce domaine-là pour que vous puissiez aussi participer à cette lutte contre l'urgence climatique. Il existe des solutions intéressantes autour de opter pour une énergie décarbonée. Les fournisseurs d'énergie proposent des contrats autour de l'énergie verte où on vous apporte une garantie sur le type d'énergie utilisée pour vous alimenter. On parle de plus en plus de mobilité électrique. Donc, la conversion des flottes de véhicules de votre entreprise à l'électrique, c'est un sujet d'aujourd'hui et de demain. Pour les Montpelliérains, la ZFE arrive et on sait bien qu'aujourd'hui, les flottes de véhicules qui seront convertis à l'énergie propre, à l'électricité à autre, pourront rentrer dans les agglos et ça veut dire que vos collaborateurs ou vos services de livraison pourront entrer dans ces agglomérations-là si elles sont exemplaires sur le plan de leur carburant. Donc, ce sont des sujets aujourd'hui sur lesquels il faudra que vous commenciez à réfléchir pour être plus pertinent sur le plan énergétique, certainement gagner aussi sur le plan des économies d'énergie et répondre à des réglementations qui arrivent et qui nous poussent tous à participer à cette transition énergétique. Donc voilà un peu les sujets qu'on voulait vous mettre en échange et en débat ce matin. Et puis on est prête, puisqu'a priori aujourd'hui il n'y a que les filles qui interviennent, à répondre à vos questions. Non, il y a Guillaume, excusez-moi. Il y a un garçon, pardon, donc je passe la parole à CCI. Merci beaucoup, Christelle. Effectivement, avant de prendre quelques questions, je vous propose de continuer avec une intervention donc, de Guillaume Devaux-Birolose pour nous présenter le programme d'accompagnement de la CCI sur la maîtrise de l'énergie. Guillaume, je te laisse la parole. Donc voilà, je vais essayer d'être assez bref pour le coup. Donc je vais moi vous présenter donc les solutions mises en place par la CCI concernant l'énergie. Donc cette démarche de maîtrise de l'énergie, elle va se découper en du coup 2 temps. Donc on va avoir dans un premier temps du coup ce qu'on va appeler le point énergie, qui est là en fait tout simplement pour faire le point sur les consommations, comme l'avait évoqué Christelle avant moi. Et ensuite, la visite énergie, qui, elle, est plus là pour identifier les axes d'amélioration, du coup, en fonction de la répartition des consommations au sein d'une entreprise. Je peux passer à la suite, du coup. Hop. Donc, au niveau du point énergie, c'est tout simplement, en fait, faire un état des lieux. Donc, ça, c'est tout simplement un rendez-vous qui dure au maximum 1 heure en entreprise. On va, avec le chef d'entreprise, du coup, regarder les consommations énergétiques sur 24 mois. Et l'objectif, comme je l'ai dit, c'est voilà, faire un état des lieux et regarder ce que l'entreprise consomme, regarder aussi ses performances. Par performance, je vais tout simplement entendre, par exemple, sa production mise en rapport avec ce qu'elle consomme. Pour faire un exemple assez simple, ça va être tout simplement, pour une boulangerie, la quantité de farine transformée par rapport à sa consommation. Pour la restauration, le nombre de couverts servis par rapport à sa consommation. Et l'idée, c'est vraiment de susciter du coup l'interrogation au niveau des consommations. Pourquoi il y a 1 an auparavant,
au mois de juin, je consommais moins, alors qu'aujourd'hui, je consomme plus et pourtant mes données de production sont similaires. Là, ça va éveiller du coup des interrogations et le but, ça va être de trouver les réponses à ces questions par du coup le biais de la visite énergie qui vient ensuite se greffer après ce point énergie. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc, la visite énergie, c'est ce qui vient en complément. C'est un petit peu plus lourd en termes de mise en œuvre parce que c'est une visite du coup d'une demi-journée. L'objectif de cette demi-journée, ça va être de réaliser un inventaire du coup de tout ce qui va être appareillage et machines de l'entreprise dans le but de déterminer la répartition des consommations. Une fois qu'on a la répartition de ces consommations, l'idée, c'est tout simplement de mettre en place, donc faire un plan d'action tout simplement en orientant évidemment sur les principaux postes de consommation pour réduire ces consommations. L'idée, c'est toujours d'accompagner le chef d'entreprise, c'est pas de le laisser livrer à lui-même. Donc, il y a un suivi qui est fait de façon trimestrielle et un bilan à 1 an pour voir en fait quelles sont les actions qui ont pu être mises en place, quelles sont celles qui n'ont pas pu être mises en place, pourquoi, et évidemment s'adapter, puisque c'est c'est un processus qui est perpétuel d'une certaine façon. On est toujours dans la volonté d'amélioration et la volonté de réduction du coût des consommations. Donc, ces deux solutions, on va dire, le point énergie et la visite énergie, sont pris en charge pour le coup. Donc, il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise. Autre chose du coup à savoir, c'est que dans le cadre du programme SAR, la CCI est du coup un guichet d'information. Le programme SAR, c'est un programme de rénovation énergétique. Et donc là, on va plus s'intéresser au bâti. Donc, c'est tout ce qui va être les questions d'isolation, d'étanchéité, air, eau. Donc, dans le but, là aussi, effectivement, de réduire les consommations des bâtiments des entreprises. Voilà pour moi, c'était assez bref. Merci beaucoup, Guillaume, et merci à tous nos intervenants. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions. Alors, je fais le point. Alors, dernière question concernait effectivement le côté de la CSPE, donc sous le caractère d'électro-intensivité. Donc, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail. C'est pour ça que je proposais à Isabelle de se rappeler cet après-midi, parce que c'est un dossier assez lourd, le caractère électro-intensif. Est-ce que, donc en gros, pour résumer, s'il y a un certain nombre d'industriels, au regard d'un certain taux de consommation, en regard de la valeur ajoutée, peuvent être concernés par des taux réduits de CSPE pour les années antérieures, quand il n'y avait pas le dispositif qui est appliqué cette année. Et certaines de ces entreprises dites électro-intensives peuvent demander un remboursement pour 2 années en arrière. Donc, je vous propose d'étudier votre cas en direct, Isabelle, de façon individuelle. Peut-être pour des questions, alors il y a des conseils qui ont été donnés sur la partie des contrats. Donc moi j'ai retenu aussi bien côté médiateur et côté EDF que vous indiquez que ça peut être très risqué de renouveler son contrat au dernier moment. Donc j'ai bien compris qu'il fallait anticiper. Jusqu'à quel point on peut anticiper ces achats d'énergie? Combien de temps à l'avance? Est-ce qu'on peut éventuellement, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à les acheter? Est-ce que c'est uniquement quelques mois à l'avance ou est-ce que ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance? Béatrice, je te laisse répondre. Donc, oui, effectivement, on conseille tout le temps d'anticiper l'achat de contrats. Bon, après, on n'a pas de règles absolues dans le domaine. Vous pouvez anticiper vos achats sur les années à venir à partir du moment où, effectivement, ces années de livraison sont dans ce qu'on appelle les prix de marché publiés sur la bourse d'électricité. Donc, on ne pourra pas, par exemple, aujourd'hui, acheter une livraison dans 5 ou 10 ans. Donc, il faut que les produits existent sur la bourse d'électricité. Et après, effectivement, se faire conseiller et voir ce qui convient le mieux de souscrire. À quel moment. Mais en règle générale, on a la vision sur 3 ans sur cette bourse. Voilà. Exactement. Donc, ça veut donc dire qu'on peut anticiper de quelques années éventuellement. Ça peut être de quelques mois à quelques années, en fait. C'est ça que... Et
Voilà. Et ce qu'on préconise, nous, c'est au plus vous anticiperez. En règle générale, ce que montrait Béatrice tout à l'heure, c'est qu'en règle générale, un contrat sur 1, 2, 3 ans, il est forcément dégressif. Oui. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir plutôt des contrats triannuels, surtout dans le contexte actuel. Tout à fait. Voilà. Et puis, un point, on insiste un peu lourdement, mais une renégociation de contrat au mois de décembre pour janvier ou février, c'est toujours très risqué. Parce que c'est là que les prix augmentent en fin d'année, quoi. Donc, même si vous voulez que sur un an ou des choses comme ça, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial à mi-année pour commencer à travailler avec lui sur le renouvellement dans 6 mois. Il ne faut pas hésiter, vraiment. Et juste en complément, anticiper, c'est très bien, mais faites bien attention si vous changez de fournisseur aux démarches au moment de la résiliation. Parce que c'est vraiment dommage de devoir payer des frais de résiliation parce qu'on a envoyé son courrier 28 jours avant au lieu de 30 jours. Voilà. Nous, on a vraiment des litiges là-dessus avec tous les fournisseurs. Voilà, EDF compris, voilà, et, avec des facturations de frais de résiliation anticipés. Or, en fait, non, c'était pas, voilà, puisque si on n'avait pas renégocié, enfin voilà, c'est vraiment très très, enfin un point important. Et je vous rejoins tout à fait sur le fait de négocier en décembre pour janvier. C'est en général pas bien. Mais là, cette année, ça a vraiment montré, dans cette année qui était atypique, que ça pouvait vraiment mettre des entreprises en difficulté. Donc, voilà, là, j'ai vu les questions, effectivement, pour quelqu'un qui dit « mon contrat doit se renouveler pour janvier 2023 voilà, est-ce que je contacte en août ?» Je pense que ça peut être une bonne idée, voilà. Oui, puis même, non, voilà. N'hésitez pas, de toute façon, ce sera toujours mieux d'anticiper, dans tous les cas. Une petite question peut-être pour Caroline. Donc, vous avez parlé de l'existence d'une soixantaine de fournisseurs d'énergie. Est-ce qu'on a déjà eu des fournisseurs qui ont fait faillite? Et si oui, qu'est-ce qui se passe? Alors comment dire? Au niveau de la loi, il est prévu quand un fournisseur fait faillite qu'il y a un fournisseur de secours, ça s'appelle. Donc, tous les textes de loi et les décrets sont parus, voilà, très bien, que ce soit en électricité ou en gaz. Seulement, après ça, il faut le lancement d'un appel d'offres qui est lancé par la Commission de régulation de l'énergie. Et en fait, voilà, l'appel d'offres n'avait pas été lancé. Et quand il s'est trouvé que des fournisseurs ont fait faillite, il a fallu trouver une solution en urgence. Pour trouver une solution en urgence, eh bien, le plus simple, ça a été de dire « Allô, le fournisseur historique, voilà, c'est vous qui allez être le fournisseur de secours transitoire. » Donc voilà, comme des fournisseurs d'électricité ont fait faillite, actuellement, leur fournisseur de secours, voilà, c'est EDF. Voilà. Et donc, les fournisseurs qui ont d'électricité, non, il n'y a pas eu de fournisseurs de gaz qui ont fait faillite pour l'instant. Voilà. Et en électricité, pour moi, il y en a eu 3. Vous avez eu d'abord Hydroption. Voilà, c'est à ce moment-là qu'en catastrophe a été mis en place le fournisseur de secours EDF. Voilà. Et ensuite, il y a eu le fournisseur Bulb, mais qui avait peu de clients. Voilà, c'est un fournisseur anglais qui était venu faire un petit tour sur le marché français. Et le troisième qui a été mis en liquidation judiciaire, c'est Planet Oui. Et donc, je crois qu'il y a une partie de ses clients qui est allée chez EDF en fournisseur de secours, surtout des pros, justement. En revanche, son portefeuille de clients particuliers a été racheté par un autre fournisseur, le fournisseur Mint. Donc voilà. Mais voilà, je crois que la faillite qui a fait le plus de bruit, c'est Hydroption. Et je crois qu'il y a un autre fournisseur qui a fait faillite, mais qui était un responsable d'équilibre, et je n'arrive pas à retrouver son nom. J'essaye de vous le retrouver. Nous, en gros, voilà, pardon. Oui, allez-y. Si je retrouve, je le donne.
récupérer tous les clients d'Hydroption, par exemple, en tant que fournisseur de dernier recours ou de secours. Donc voilà, EDF aujourd'hui a l'obligation de récupérer les clients de ces entreprises qui font faillite. Voilà, il y aura pas. On continue à leur fournir de l'énergie, bien évidemment. Le problème qu'il y a, que ces entreprises-là, notamment alors sur les parts, ils ont été rachetés par Mint, mais on ne peut pas proposer un tarif réglementé, hein, donc c'est forcément au tarif de marché. Donc ça, c'est pas toujours simple. Mais un conseil, franchement, si demain sur le choix de votre fournisseur d'énergie, prenez un fournisseur d'énergie qui a des capacités de production. Voilà. Il n'y a pas que nous, hein, bien évidemment. Mais souvent, le risque, c'est ça, quoi. Un fournisseur qui va se trader sur la bourse de l'énergie et qui est quand même très, très dépendant de la bourse, ça peut être dangereux dans le contexte actuel. Voilà. Voilà. Et j'ai retrouvé entre-temps, c'est Ipango, je crois, qui a… Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et le truc, c'est qu'il y a un fournisseur de secours EDF, mais en revanche, il n'y a pas de… Sur les prix, c'est des prix… voilà. Des prix de marché. Oui, ils ne peuvent pas venir au tarif réglementé. Mais en tous les cas, ils ont une fourniture d'énergie et ils ne sont pas laissés au milieu du gué sans rien, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces compléments. On va arriver au terme de nos échanges. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Alors, j'ajoute le complément donc, qui était posté par Anne Gérard. Donc, je remercie aussi de sa présence donc, de l'AREA, l'Association des industriels de l'agroalimentaire en Occitanie, qui est partenaire du webinaire. Et donc, en complément, donc, effectivement, vous avez aussi des solutions avec le Diag EcoFlux qui va au-delà de points spécifiquement énergie, hein, qui permet de faire un état des lieux de toute la situation sur les flux entrants et sortants de l'entreprise, donc y compris les approvisionnements en matières premières, par exemple, hein, les achats. Donc voilà, vous avez le Diag EcoFlux financé avec un cofinancement d'MBPI qui est à la disposition des entreprises de plus de 20 salariés, principalement quand il y a des flux, hein, quand il y a beaucoup plus intéressant dans la partie industrie notamment. Voilà, je vous remercie à tous. Alors,